Bonjour à tous et à toutes, mon nom est Charles David et ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous offrir une toute nouvelle séance de lecture virtuelle. Cette semaine, j'avais envie de vous partager des lectures que j'ai remis de côté au cours des dernières semaines en pensant à vous et en me disant que je pourrais vous les partager parce que ces lectures, vous verrez, nous font voyager, elles sont inspirantes. Alors, ce que je vous propose, c'est un peu un méli-mélo. Et ça commence avec un magnifique livre que je me suis procuré dernièrement qui s'appelle La traversée des écrivains, la Gaspésie par Mont et par mots. C'est un ouvrage qui est coécrit par plusieurs auteurs qu'on connaît, dont Anaïs Barbeau-Lavalette, Roxane Bouchard, Pierre Caillouette, et sous la supervision de Geneviève Lefebvre, qui est scénariste, romancière, directrice littéraire, alors une femme aux multiples chapeaux. Et dans l'extrait que j'ai envie de vous lire aujourd'hui, elle nous parle de Claudine. Claudine, qui est la fondatrice et présidente des Traversées de la Gaspésie depuis 17 ans déjà. Alors, ça va comme suit. Claudine, par Geneviève Lefebvre. Novembre 2018, chemin du Coq qui pue, Normandie. Dans tous les voyages mémorables, il y a un épisode où les voyageurs sont perdus. Nous y voici. Il fait noir comme dans la gueule d'un coyote des Chic-Chocs. Le GPS a donné sa démission. La jauge d'essence est en dépression et le chemin de campagne, ô poésie bucolique, dans lequel on s'est engagé est si étroit que si on rencontrait une autre voiture, il y aurait un duel et il serait épique. Par chance, ma complice d'aventure s'appelle Claudine Roy. Des épisodes rocambolesques, elle en a vu un char puis une barge, je t'en passe un papier. Je dirais même que ma fabuleuse copilote est une lutine espiègle qui a pour habitude de mettre le feu aux poudres du banal pour le transformer en extraordinaire. J'imagine que vous avez tous quelqu'un en tête, hein? Quelqu'un qu'on connaît, pour qui la vie est une histoire rocambolesque, un film pratiquement. La preuve, non seulement ça ne la stresse pas pantoute qu'on soit perdu, mais l'idée de dormir à la belle étoile dans un pâturage en pleine humidité frisquette de novembre l'enchante. Une perle de plus à ajouter à son collier d'histoires légendaires. Par contre, de ne pas pouvoir s'orienter dans la nuit noire du grand trou normand, ça la gosse solide. Coudon, elle est où la mer? Ce cri du cœur, c'est l'identité même de Claudine. Tu peux sortir la Gaspésienne de la Gaspésie, mais jamais la mère de la Gaspésienne. Pour cette fille de Pointe à la Frégate, un cap venteux de la péninsule, la mer est un repère tout usage, une réponse universelle, une étoile du Nord qui guide toutes les décisions. Il suffit de trouver la grande bleue et tout s'éclaire. Ce que tu manges pour souper, comment tu vas le préparer et avec qui tu vas le manger. Toutes les questions existentielles sont solubles dans l'océan. Depuis l'enfance, la mère a forgé Claudine, lui a donné le sens du large. À sa naissance, les médecins avaient dit à sa mère qu'elle ne survivrait pas, car elle était atteinte d'une méningite. Claudine a survécu, et même quand une fracture l'oblige à se déplacer en béquille, elle épuise tout le monde. Elle m'a souvent raconté son enfance, la précarité matérielle d'une famille de 7 enfants, la vaillance de son père, la créativité de sa mère et surtout la richesse de l'amour, cette abondance du cœur qui a su nourrir son envergure. Quand elle me parle de ses collectes de bouteilles vides, à l'aube, qu'elle allait revendre pour faire un peu d'argent qu'elle donnait ensuite à sa mère, je vois la scène. Une enfant vive, entreprenante et douée pour deviner l'horizon au-delà des obstacles. L'horizon lui a bien rendu la confiance qu'elle lui porte, et si la précarité de son enfance est maintenant loin, pas une fois je l'ai vue blasée devant la beauté. Que ce soit face à l'enchantement d'une cérémonie Mi'kmaq, dans la lumière cristalline du Cap Bon-Ami, ou plantée devant l'étoile onirique de Miro le Catalan, dans une salle pleine de visiteurs au Grand Palais à Paris, Claudine vibre. Aux êtres, aux arts, à la vie qui nous unit et aux folies. Claudine, c'est une voile hissée au grand mât d'un voilier, une sensibilité frémissante qui danse avec le vent, avec tous les vents, qu'ils soient de dos ou contraires, et qui file sur les flots, propulsés par le souffle créatif. En sa présence, on a envie d'être meilleur,
et je connais pas une seule âme sensible qui ne soit pas sentie, aimée, soutenue et propulsée par les grandes voiles de Claudine. Ça a l'air d'être toute une femme. Après un dernier fou rire sur le chemin de Coq-qui-pue, on a fini par trouver la mer. Elle était en face du casino de Trouville, cet endroit mythique qui a vu Françoise Sagan, cette pop star de la littérature nouvelle vague, flamber tous les revenus de vente de son iconique roman Bonjour Tristesse. On dort ici, a déclaré Claudine, déjà conquise par les néons stroboscopiques de ce haut lieu de la littérature. C'était l'endroit tout désigné pour lui faire part d'une idée qui me trottait dans la tête depuis un moment. Claudine, qu'est-ce que tu dirais qu'on organise une traversée des écrivains? Elle a dit oui comme on lance les dés sur une table de roulette, avec enthousiasme et la conviction qu'il n'y a pas de plus grand perdant que celui qui ne risque rien. Elle est comme ça, Claudine. Tant qu'à jouer, elle y va à fond la caisse. Le lendemain matin, ébloui par la somptuosité brumeuse des honfleurs et attablé devant des grands crèmes et des croissants aux 1000 nuances de beurre, nous mettions en place la traversée des écrivains. Le but de cette aventure littéraire était aussi limpide qu'une lumière de janvier sur la baie de Gaspé. Inscrire le territoire dans un livre avec de la sueur, de l'encre et de l'émerveillement. Les écrivains, nos écrivains, traverseraient le pays à pied, des grottes de fées de la Matanie jusqu'aux cimes de Chic-Choc avant de dévaler Forion jusqu'à Grande-Crave. Ce pays, ils l'auraient dans les jambes, dans le cœur et dans l'imaginaire jusqu'à la fin de leur vie et jusqu'au bout du monde. Les écrivains, nos écrivains, auraient froid, chaud et mal. Ils se réveilleraient trop tôt et se coucheraient trop tard, en cavale du quotidien, grisés par le grand vent et l'air salin. Ils auraient des ampoules aux pieds et des coups de soleil au visage. Ils écouteraient les histoires des autres randonneurs, tous porteurs d'extraordinaire, et ils s'abandonneraient aussi, comme on le fait en toute confiance quand on partage les mêmes sentiers sauvages pendant des heures avec d'autres humains. Oui, les écrivains, nos écrivains, seraient compagnons et compagnes d'efforts, vulnérables et solidaires, partageant le chocolat comme les doutes. Et au soir, rompus de fatigue, ils seraient à fleur de peau et à fleur de sel. Rêver, chantait Brel. Viens, on va marcher, m'a dit Claudine, pour qui le rêve est indissociable de l'action. On s'est retrouvés par hasard, mais il n'y a pas de hasard, que des rendez-vous, à déambuler dans un immense jardin public à la fois sauvage et intime, niché dans l'estuaire de la Seine à Honfleur, le jardin des personnalités. Tout au long des parcours, on y trouve des petits jardins en forme de bateau, chacun étant dédié à une personnalité qui a marqué la ville, que ce soit des gens nés à Honfleur ou des artistes qui ont été inspirés par son décor. Charles Baudelaire, Éric Satie, Alphonse Allais et François Sagan. Dans ce décor où la culture se fond à la nature, devant la beauté en cadeau offerte aux visiteurs et aux citoyens de Honfleur, l'émotion de Claudine était palpable. Cette traversée des écrivains était une évidence. Alors on l'a faite. Ce livre que vous tenez entre vos mains, ne s'est pas écrit dans des tours d'ivoire, ni dans la solitude. Il s'est écrit dehors, les pieds pleins d'ampoules, le cœur battant pour d'autres vies que les nôtres, et le regard agrandi par le large. Elle est où, la mer? Il faut demander à Claudine, elle le sait toujours. Alors voilà, je vous laisse sur une petite image de cette fameuse Claudine qui nous est incroyablement bien présentée dans les premières pages de ce livre. Alors voilà pour la première lecture, j'espère que vous avez apprécié. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'opportunité d'aller visiter la Gaspésie, mais ça a l'air d'être un endroit extraordinaire. Ça fait rêver. Peut-être une autre image de cette traversée. Alors, on voit une belle rivière, des montagnes. La nature a d'innombrables trésors à nous faire découvrir. Justement, comme on se parle de nature, j'avais envie de vous partager un extrait du livre Confessions animales, bestiaires de Serge Bouchard.
Quand on se promène en nature, on a le privilège, la chance même, d'observer, d'admirer les animaux qui y vivent. Et je pense qu'on doit le faire avec le plus grand des respects. Alors, c'était ma petite morale. Maintenant, je vous partage l'histoire du castor. Je suis le castor, fondateur de la Banque de Montréal. Du respect, mes amis, du respect. Vous qui aimez tant les girafes, les tigres et les lions, vous qui aimez le cirque, les éléphants de cirque, sachez que vous négligez le plus important. Moi, castor, je suis l'histoire de l'Amérique du Nord. Je suis le Canada, une bonne partie des États-Unis, et sous mes airs balourds, reconnaissez la bibliothèque idéale, la mémoire intégrale, l'archive nationale. Le cœur de cette histoire est une cabane au milieu d'un étang. C'est une digue et puis une autre, un ruisseau qui fait le lac, mon duvet devenu feutre, chapeau, manteau, capitaux, empire, livres et dollars, voyages et sacrifices, exploration. Je suis celui pour qui tu as marché l'Amérique de bout en bout, de l'est à l'ouest, ne négligeant aucune vallée, aucune coulée, trappant, tirant, je suis la source de ta fatigue, de ta richesse et de ta mélancolie. Je suis une paire de dents, une grosse queue gouvernail, une boule de muscles, une boule de graisse, une boule de poils duveteux, une boule d'énergie. J'ai habillé l'inou, le cri, le dénet, l'algonquin, l'atikamekw. Je fus leurs anciennes fricassées. Ils me chassaient, me vénéraient. Je fis la fortune des compagnies, celle de la baie d'Hudson et du Nord-Ouest, l'American, la Pacifique, celle de la Missouri. Je suis le chemin de fer, les châteaux à Québec et à Banff. J'ai fondé la Banque de Montréal. Travaillant, vous dites? Cabane se dit Canada en iroquois. C'est bon, c'est bien, mais plus édifiant, je crois que ce pays aurait dû s'appeler Castoria et être habité par des castoriens. Hélas, on m'a laissé derrière, sur la face d'un 5 sous, dans l'amnésie totale, moi qui étais hier monnaie courante. Remarquez, cela me va finalement. Je suis casanier, travailleur de nuit, routinier, obstiné. Je suis au bonheur de ma famille, encabané justement, tirant ma joie des petites choses, des brindilles et petits bouts de bois, fier de mes barrages, de la vie que je donne, fier de mes petits castors et de mes ancêtres, nous qui avons tant donné au monde. Aujourd'hui, après une si grande saga, nous sommes vraiment en marge. Qui s'en soucie? Je ne suis pas sûr d'avoir une juste place dans vos manuels d'histoire ou même d'exister encore dans votre mémoire. Une famille de castors n'est plus qu'une engeance qui inonde des bouts de route, qui bouche les tuyaux de calvette, bref, une nuisance. Pour me comprendre, il faut comprendre la nature, tout simplement. Passons aux aveux. Je prends un plaisir fou à observer un humain en train de défaire mon barrage avec ses deux mains. Il cherche la faille, la branche maîtresse. Il est convaincu d'en venir à bout. Quand il ouvre une brèche, il se croit le vainqueur. Alors, il va se coucher. Durant son sommeil, nous colmatons le trou en quelques minutes et nous passons le reste de la nuit à nous tordre de rire. Venez, venez, mes petits castors, venez voir un humain se prendre pour un génie. Et ça recommence nuit après nuit. Je fais, il défait, je refais. Entends ma queue qui claque à la surface de l'eau. Entends l'écho des trembles qui tombent sous le travail des miens. Regarde la somme des copeaux et rends à Castor ce qui revient à Castor. C'est nous les patrons des trappeurs, des coureurs des bois, des bûcherons. C'est nous les saints patrons des travailleurs, des ingénieurs, des hydrologues, des architectes paysagistes. C'est nous les inventeurs des garderies, de l'amour des enfants et de la protection des vieux et des vieilles. C'est nous les créateurs de richesses, c'est nous les véritables banquiers. Et dire qu'au fil du temps, vous avez presque failli avoir notre peau. Alors, je vous laisse sur une image du castor et peut-être une autre de castors tout près de leur hutte. Alors, je pense que c'était assez intéressant comme petite histoire. C'est important de se rappeler tout ce que ces animaux-là représentaient pour nous à l'époque
Et c'est pourquoi je vous disais qu'il fallait les respecter au début de cette petite histoire. J'espère que vous avez aimé. Alors, toujours dans le livre de Serge Bouchard, j'ai envie de vous partager l'histoire de l'orignal. Alors, au moment où je m'apprêtais à fermer le livre tout à l'heure, j'ai vu cette page et je me suis dit que ça allait bien avec l'histoire du castor. Alors voici. Je suis l'orignal. J'ai un gros nez, un très gros nez, un très long nez. C'était la mode au quaternaire et personne ne se serait avisé de s'en moquer. Ma beauté est d'un autre âge, ma majesté échappe aux finesses du présent. L'humain moderne n'en a que pour les chevreuils et les élans de tendresse. Moi, je suis un élan, en effet, mais un élan de robustesse. Quand le loup me croise, quand l'ours m'entrevoit, ils se disent qu'ils ne voudraient jamais se frotter à moi, tant j'inspire la puissance et le respect. Je suis un orignal. Dire cela, simplement, nous ouvre la porte des forêts les plus profondes. Là où le murmure du temps s'appelle grand espace et s'épelle silence. D'ailleurs, on fait silence autour de moi. Les gens ne me connaissent pas beaucoup, préférant les histoires d'ours et les contes de loups, voire de chevreuils et de caribous. Pourtant, je suis intéressant. Je me nomme Mouche. Prononcé mouche, un mot amérindien de l'époque où j'étais si important aux yeux des chasseurs algonquins qui me vénéraient comme un dieu. Les Anglais disent moose, ce qui est mouche prononcé à l'anglaise. Je suis plus grand qu'un cheval, ce qui surprend toujours ceux qui m'aperçoivent pour la première fois, plus fort aussi et probablement plus résistant à la course. D'autant que je n'ai pas mon pareil dans les forêts encombrées, les sentiers troueux, les pentes et les coulées. Je suis seul et je résiste à tous les temps. Il n'est pas un froid pour m'impressionner. Jamais je ne frissonne, jamais je ne me plains. Je suis un roi dans les sapins, les épinettes, au pays ancien des grandes forêts dures et pointues qui ont depuis toujours bordé les grands glaciers, calottes fondues et disparues, mais que j'ai bien connues. Je suis un roi dans cette forêt boréale, couvrant tous les nords de la terre, en lui faisant comme une immense ceinture fléchée. J'ai peut-être un gros nez, mais j'ai un panache, ce qui n'est pas sans faire son effet. Au fond, je suis très beau. Mes femelles n'ont cesse de le chanter. Il faut dire qu'elles sont belles aussi, elles qui nous font dévaler les montagnes en automne, à travers souches et aulnes, branches et roches moussues, pour aller les coller et les monter. Même si elles n'ont pas de panache, nos épouses et nos mères, j'ai toujours dit qu'elles en avaient pas mal d'ainsi prendre soin des petits et des petites contre loups et malheurs. Et ils sont si beaux, nos veaux. Madame a parfois des jumeaux, vous le saviez? J'adore me baigner dans les eaux fraîches des lacs perdus. J'en profite pour brouter des herbes mouillées, me refroidir le museau. Je sens l'odeur riche de la terre noire, des feuilles, des joncs et des branches mortes. Et puis l'eau me protège des mouches noires, la grande peste de l'été. Non, la chaleur n'est pas mon phare. La taïga n'est pas un cadeau sous le soleil brûlant. Heureusement, cela ne dure pas. Vivement l'automne, où la forêt est si belle, l'eau si pure et où le vent charrie tant de secrets qu'il en reste des brumes dans l'air du matin, alors que chaque journée s'ouvre sur une mystérieuse cérémonie. Je suis un élan, un grand élan de vie. Quelque part dans une forêt boréale si lointaine que personne ne l'a jamais visitée, rôde un orignal noir et géant. Son panache est immense et impressionnant. Un orignal qu'on croirait éternel. Une bête âgée de 3000 ans, le maître des esprits du Nord, l'ombre du Pléistocène, un orignal qui vole dans les airs comme un Pégase algonquin. Sa femelle est blanche comme neige, magique et magicienne. Elle est blanche comme la plus vieille lune, comme la surface d'un lac gelé. Ces créatures de la mémoire mythique sont devenues légendes. Le grand orignal et sa femelle géante sont les puissants aïeux de tous les orignaux d'aujourd'hui.
Nous sommes des animaux vieux dont les yeux sombres voient mieux dans la profondeur du temps qu'au ras du sol. Et nous sommes si lourds de souvenirs que nous avons toujours la tête ailleurs. Voilà pourquoi, je vous le confesse, nous confondons souvent un camion Mack avec un autre mâle orignal, une locomotive Trans-Taïga avec n'importe quelle grosse bête. Nous chargeons, à nous casser les pattes, à nous casser le nez. L'orignal marche et marche et marche. Il tasse branches et buissons, se mouille de gouttelettes de rosée qui reposent sur les feuilles des aulnes. L'eau bénite d'entre les eaux bénites, il passe d'un lac à l'autre. Il va de passe en passe, sans neige et se glace en hiver. Manger de la viande d'orignal, c'est manger du courage, c'est avaler du temps. Mais c'est aussi porter sur ses épaules toute la vieillesse du monde. Je suis la démesure, alors regardez-moi traverser vos routes, songez à moi, je suis mémoire et grimoire, la grande bête du temps gris, l'esprit des espaces interminables. Je vaux plus qu'une tête sur le capot d'une auto, qu'une silhouette sur un panneau. Je suis cuir, force et puissance. Je suis fougue et résistance, noir compagnon des épinettes dans le brouillard des plus longs cours. C'est beau, hein? En tout cas, moi, c'est certain que le dernier paragraphe m'interpelle particulièrement parce que là d'où je viens, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a beaucoup de chasseurs. Et puis, moi, je préfère personnellement admirer ces orignaux en vie quand je les croise dans la forêt. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette histoire d'animal qui nous fait découvrir un peu qu'est-ce qu'ils pourraient se dire en côtoyant, eux, les humains. Alors, c'est un peu drôle, mais c'est agréable. Comme je vous l'avais indiqué en début de séance, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un méli-mélo. Alors, j'y vais maintenant avec une histoire que j'ai lue la semaine dernière dans le journal d'un jeune homme qui s'appelle Loïc, qui est très résilient. Et au moment même où je l'ai lu, je me suis dit, il faut absolument que je la partage. Alors, j'en parle constamment autour de moi et j'avais envie de vous en parler aujourd'hui de ce jeune homme-là que je trouve très inspirant. Alors, c'est un article qui a été écrit par Marie-Ève Maurras et qui est paru dans la presse la semaine dernière. Ça se nomme Un premier diplômé de l'hôpital de Montréal pour enfants. Loïc Bidal, 17 ans, est le premier élève du service scolaire en milieu hospitalier du Centre de service scolaire de Montréal à recevoir son diplôme d'études secondaires. Il s'apprête à décrocher son diplôme et c'est tout l'hôpital de Montréal pour enfants qui s'en réjouit. C'est qu'il devient le tout premier jeune à réussir l'exploit de réaliser tout son parcours scolaire à partir de sa chambre où il est soigné sans discontinuer depuis 2012. Il a suivi un cours à la fois, mu par un désir d'apprendre hors du commun. Je le félicite. Le confinement, Loïc le vit depuis 2012. Le séjour à l'hôpital de Montréal pour enfants ne devait pas tant s'éterniser. Loïc y est entré avec un bon rhume, mais chez le garçon atteint du syndrome de Morquio, maladie dégénérative rare, la situation s'est vite complexifiée. Il a dû subir une trachéotomie, est devenu paraplégique. C'était il y a 9 ans. On pensait retourner chez nous, on rêvait en couleur, se souvient sa mère, Annick Pilon. L'hôpital est devenu la résidence permanente de Loïc. Aujourd'hui, il est une vedette. Tout le monde le connaît, dit son père, Patrick. Au cours des dernières années, Loïc a aussi fait jaser à l'extérieur des murs de l'hôpital. Il a été dans les médias, soit parce que des joueurs de hockey lui rendaient visite, soit parce qu'il vivait le déménagement de son hôpital, dans un bâtiment neuf ou qu'une fondation réalisait l'un de ses rêves. Mais c'est loin de l'œil du public qu'il a mené à terme ses études secondaires. Je le faisais pour moi, dit Loïc, âgé de 17 ans. Problèmes de vision et d'ouïe, difficultés cardiaques, assistance respiratoire. Loïc est suivi par une douzaine de spécialistes. Il arrive que je tousse tellement que je ne peux pas faire l'école. Parfois, j'ai des rendez-vous avec des spécialistes qui sont à l'heure des cours, dit-il. Le fait qu'il décroche son diplôme d'études secondaires dans ce contexte est exceptionnel. Il aurait pu se laisser aller, fait observer son père, qui est lui-même enseignant. Loïc a fait des choses qu'un adolescent ne fait jamais. Il y a 3 ans,
Il a fait ses arrangements funéraires et, cette année, il a décidé de les modifier. On parle d'un enfant de 17 ans. Il est conscient que la mort le guette, mais il continue son cheminement scolaire. Je ne sens pas qu'il s'accroche ou qu'il est dans le combat. Je sens qu'il doit donner un sens à sa vie, dit son père. Les études, c'est un peu comme le regard de Loïc sur l'extérieur. Ça me permet de m'évader de ma chambre et des quatre murs pour aller voir le monde, voir à quoi il peut bien ressembler. Incroyable. Habitué aux moments d'incertitude, Loïc n'avait pas la fin du secondaire en tête pendant toutes ces années à étudier. Dans mon état, la seule chose que je pouvais faire, c'était de continuer et de voir où ça allait me mener, dit-il. Et son enseignante le voyait, elle, le diplôme au loin. À ses côtés depuis 5 ans, Samadia Bouhend rit de bon cœur. J'avais des attentes très élevées au début. Loïc excelle en français, comme en font foi ses textos impeccables, mais aussi en anglais, nous dit-on. Il fait la conversation dans la langue de Shakespeare avec le personnel hospitalier. Il vit au Children's après tout, affilié au Centre universitaire de santé McGill. Passionné d'astronomie, il aimerait aller dans les champs pour regarder les étoiles, précise que de nouveaux télescopes automatiques vont pointer sur les étoiles tout seuls, s'ajuster tout seul, prendre des photos tout seul. C'est vraiment pratique pour quelqu'un qui est paraplégique. Élève assidu. Sa professeure ne manque pas de qualificatifs pour décrire son élève. Il est tantôt exceptionnel, tantôt persévérant, autodidacte ou assoiffé de savoir. Derrière son admiration et son attachement, on sent toute l'exigence de son enseignante. Ce n'est pas un patient, c'est un élève, souligne-t-elle d'entrée de jeu. Elle est déçue en raison de la pandémie. Les examens ministériels de fin d'année ont été annulés, mais l'enseignante aurait tant voulu voir son élève les réussir. La directrice du service scolaire en milieu hospitalier, qui relève du Centre des services scolaires de Montréal, insiste elle aussi. Son diplôme d'études secondaires, l'élève l'obtient avec tous les honneurs. Loïc n'a pas eu de passe-droit. Il est très bon, très assidu, dit Annie Caron. Philippe, Samadia, Sylvie, ils sont une poignée à avoir enseigné à Loïc. Chaque année, 1 millier d'élèves de 4 à 21 ans fréquentent cette école particulière, où c'est l'état de santé qui détermine le moment auquel la cloche sonne le début des cours. Notre mission première, c'est qu'il n'y ait pas de rupture de scolarisation, dit Annie Caron. Elle gère une équipe de 25 orthopédagogues répartis dans 4 hôpitaux, dont 6 à l'hôpital de Montréal pour enfants. Une autre première. Bientôt, Loïc ira au cégep. Loïc vient d'être admis au cégep en technique informatique. C'est une autre de mes grosses passions, explique-t-il. C'est la première fois qu'on voit arriver au niveau collégial un élève en provenance du service scolaire en milieu hospitalier. Il y a quelques formalités administratives à régler. Ce sont des choses qui, je l'espère, pourront à l'avenir être normalisées pour les personnes qui sont dans une situation semblable à celle de Loïc. Il reste maintenant à voir comment se déroulera la session d'automne. Loïc sort très rarement de l'hôpital, doit toujours être accompagné et chaque excursion extramuraux le fatigue. Il serait plus facile que les cours soient à distance, mais s'il faut que son fils assiste à des cours en personne, sa mère l'accompagnera. Toute la famille de Loïc vit en Outaouais. Je suis qui pour lui dire qu'il ne sera pas capable d'aller au cégep, dit la mère de Loïc. Patrick, son père, est lui aussi intarissable et admiratif quand il parle de son fils, de ses grandes épreuves, de son sourire toujours présent. Puis il raconte, en pleurant, que lorsque son fils avait 6 ans, des gens s'étonnaient ouvertement qu'il soit encore si petit. Loïc m'a dit une phrase qui m'a marqué à vie. Tu sais, papa, je suis grand. Ce sont les autres qui me voient petit. Alors voilà, c'est ce qui complète cette lecture. Je suis encore une fois très touché en la lisant parce que ce petit Loïc, ce grand Loïc, je devrais dire, a beaucoup à nous apprendre. Il est très résilient et j'ai connu plusieurs enfants malades en travaillant à la Fondation Rêve d'enfants. Et puis, je suis convaincu que plusieurs d'entre eux auraient aimé bénéficier d'un accompagnement comme Loïc a eu
pour terminer ses études et poursuivre ses études au niveau collégial. Alors, vraiment, je trouve que ce programme est extraordinaire et je félicite encore une fois Loïc. C'est ce qui termine notre séance de lecture. J'espère que vous l'avez apprécié autant que moi. C'était un méli-mélo. Vous avez eu droit à toutes sortes d'histoires variées. Alors, on se dit à la prochaine.